Bonjour tout le monde, ici Éric Grenier avec Philippe J. Fournier pour ce nouvel épisode du balado Les Chiffres. Philippe, demain c'est la fête nationale, donc bonne fête nationale, mais l'été commence aussi. Et on peut le sentir, n'est-ce pas? La semaine dernière, les derniers sondages québécois et aussi la classe médiatique québécoise, on sentait que les vacances approchaient. Et là, bien sûr, nous sommes la semaine de la fête nationale. Aussi, tu as dit bonne fête nationale à tous les Québécois. Oui, bonne Saint-Jean-Baptiste à tous les Canadiens français aussi. Mais c'est plus tranquille et on sent la pression a descendu. Et on se prépare maintenant. C'est le calme avant la tempête, c'est le calme avant la campagne qui devrait commencer à peu près dans 2 mois. Donc, on s'attend à ce que la semaine du 24 août, la campagne soit lancée. Alors, je pense que tout le monde a besoin de se reposer un peu, y compris toi et moi, avant la campagne québécoise qui devrait être assez spéciale. Mais aujourd'hui, Éric, je pense qu'on allait peut-être mettre la table pour cette pré-campagne et pour cet été. On pourrait rapidement passer au travers des derniers sondages québécois qui ont été publiés la semaine dernière. Et ensuite, c'était ton idée qu'on pourrait y aller par partie et établir c'est quoi les objectifs des prochains mois. J'aimerais aussi dire un petit mot sur la nouvelle carte électorale. J'ai plongé dans ce terrier-là, ce rabbit hole-là, comme on dit en anglais. Et donc, allons-y, mon cher. Par où aimerais-tu commencer? Est-ce qu'on commence par les sondages? Oui, on peut passer très vite pour les sondages. Il y avait aussi il y avait 2 sondages qui étaient publiés dans les dernières 2 semaines. 1 semaine? La semaine dernière, 2 sondages, n'est-ce pas? Oui, je sais, le temps s'écoule. Et avant ça, il y avait le sondage de Synopsis qui a été publié après notre dernier épisode, mais il y avait ces 2 sondages de Léger et de Pallas. Philippe, peut-être tu peux mettre la table les deux sondages. Donc, le sondage Pallas, commandé par l'Actualité et bien sûr Québec 125, ça c'est moi ici. En fait, les 2 sondages Léger et Pallas disent essentiellement la même chose sur les intentions de vote. Pour Pallas, le Parti québécois stable à 29%, les libéraux une faible baisse à 25%, la CAQ qui atteint le seuil des 20%, conservateurs 14%, Québec solidaire 11%. Chez les francophones, Pallas voit 34% pour le Parti québécois, 25% pour la CAQ, 15% seulement pour les libéraux. Et cet écart-là entre la CAQ et le PQ de seulement 9 points, c'est le plus petit écart chez les francophones depuis très longtemps. Alors, oui, le PQ est toujours en avance, mais cet écart-là était de plus de 20 points il n'y a pas si longtemps, et là, maintenant, c'est seulement 9 points. Satisfaction du gouvernement, stable, mais l'insatisfaction en baisse. Et donc, ça, c'est Pallas. Pour le sondage Léger, comme j'ai dit, les intentions de vote se ressemblent. 30% pour le Parti québécois, 27% pour les libéraux, 21% pour la CAQ, 13% conservateurs, 8% Québec solidaire. Chez les francophones, 35% Parti québécois, donc ça fait du PQ le grand favori. 23% pour la CAQ et quand même 20% pour les libéraux. Les chiffres de satisfaction, Éric, sont vraiment différents de ceux de Pallas, mais ils voient les deux la même tendance, c'est-à-dire la satisfaction a descendu et l'insatisfaction a grimpé, plus 10 points pour Mme Fréchette et la satisfaction du gouvernement à 43%. C'était 33, maintenant 43 l'insatisfaction. Donc, ces 2 sondages-là, essentiellement, racontent la même histoire globale. Le PQ toujours favori, la CAQ qui a une remontée, les libéraux qui ont de la misère à percer chez les francophones, conservateurs et Québec solidaire assez stable, quand même assez loin du peloton de tête. Est-ce que quand tu as vu ces sondages-là la semaine dernière, Éric, est-ce que tu avais des premières impressions? Est-ce que quelque chose t'a surpris, t'a étonné? Qu'est-ce que tu as vu dans ces sondages? Il y avait 2 choses. Premièrement, le fait que c'était assez stable pour tous les partis. On a vu beaucoup de changements dans les derniers mois et le fait qu'on a vu dans ces 2 sondages-là, il y avait un peu de mouvement, mais c'était vraiment pas des tendances importantes. Ça, c'est intéressant parce que ça indique que peut-être on est dans un nouveau climat différent qui était le cas il y a quelques mois. Et deuxièmement, les dernières fois qu'on a vu les sondages de Pallas et de Léger, le taux de satisfaction avec le gouvernement, avec Christine Fréchette, était assez bonne. C'était des chiffres qui étaient impressionnants, surtout si on voit les chiffres qu'on a vus en janvier pour le gouvernement de François Legault.
Mais maintenant, on voit que l'insatisfaction est en hausse d'une façon assez importante. 10 points de Léger, 14 points chez Palace. Ça indique que, OK, il y avait un petit lune de miel pour Christine Fréchette dans les semaines qui suivaient sa victoire dans la course à la chefferie. Et maintenant, c'est un peu un retour à normal. C'est pas 60-70% d'insatisfaction comme on a vu dans les derniers mois de la gouvernement de la CAQ, mais c'est quand même un gouvernement qui est maintenant encore impopulaire. Et ça va donner un peu ça va avoir un effet dans les prochains mois, mais ça, c'est mes deux premières réactions quand j'ai vu ces deux sondages. Et on pourrait ajouter, il y a eu le baromètre des personnalités politiques effectué par Léger à chaque 6 mois. Donc ça, c'est la version de l'été qui a été publiée hier dans les journaux de Québécois. Et on voit que Mme Fréchette est très populaire elle-même, mais elle est beaucoup plus populaire que son propre parti. Et en fait, bon, évidemment, on fait attention avec le type de question qui est posée, mais Léger pose toujours la même formulation, et c'est est-ce que vous avez une bonne ou une mauvaise opinion des personnes suivantes? Au sommet du palmarès des personnalités, Mark Carney, pas vraiment de surprise, et ensuite, c'est Christine Fréchette, qui a un très bon taux d'appréciation des Québécois. Mais est-ce que ça va être suffisant? Clairement, les chiffres d'intention de vote n'ont pas suivi. Ce sondage-là, ce baromètre de Léger, les dates de terrain sont tout près du sondage qu'on vient juste de citer qui a été conduit au début du mois de juin. Alors, même si la CAQ semble a grimpé depuis l'ère Legault, mais quand même 21% au niveau national et 23% chez les francophones, c'est des signes intéressants considérant où la CAQ était au printemps, au début du printemps. Mais on est loin d'être compétitif. Je veux dire, j'ai mis ma mise à jour complète sur Québec 125 et ça donne une douzaine de sièges avec un plafond quand même assez élevé autour de 25 sièges pour la CAQ. Mais si, en fait, en gros, ce que je veux dire, c'est que si le boost, l'effet Fréchette est ça, c'est clairement insuffisant pour pouvoir remporter les élections. Alors, je pense les choses à surveiller cet été, et on va y venir dans un instant en parlant de chaque formation, c'est est-ce que l'effet Fréchette va s'amplifier? Parce que de avril à mai, nous avons vu un gros changement. De mai à juin, ça a été plutôt stable. Est-ce que c'est une bonne nouvelle pour la CAQ? Il y a bel et bien un effet Fréchette, mais on est loin de l'effet Carney. Je sais que c'est pas vraiment juste et c'est pas vraiment fair pour Mme Fréchette d'être comparée à Mark Carney, mais il reste que c'est un précédent récent que nous avons. Et aussi, j'ajouterais, avant qu'on plonge dans les partis, appui à la souveraineté, pas vraiment de changement. Ça s'est pas empiré, mais ça s'est pas amélioré. Léger a 29% pour la souveraineté, Palace a 33% pour la souveraineté avant répartition des indécis. C'est dans les mêmes eaux que nous avons vus dans les derniers mois. Alors, je pense que ça va continuer d'être un enjeu important pour la campagne. À quel point ça va être important, on va bien voir au mois d'août. Oui, OK. Comme tu as dit, on a 2 mois avant le déclenchement des élections. Ouais. C'est la pré-campagne. Officiellement, ça va commencer juste à la fin du mois d'août, mais on sait que la campagne, ça commence vraiment maintenant avec l'ajournement du Parlement. Donc, on va parler de chaque parti, on va discuter où ils sont maintenant, où ils devraient aller dans les prochains mois. Je pense qu'on va commencer avec peut-être le plus intéressant, parce que c'est le meneur dans les chiffres. Je vais commencer avec le Parti québécois. Ouais, si on a fait cet exercice il y a 1 an, c'est un scénario très différent. Ils sont toujours en avance dans les sondages, mais la tendance est en baisse. On voit que l'appui pour la souveraineté n'a pas augmenté, n'est pas en hausse. On voit que le taux d'insatisfaction avec Paul Saint-Pierre Plamondon, ça aussi, ça a l'air que c'est en hausse. Ouais. Qu'est-ce que tu penses est la situation en ce moment pour le Parti québécois? C'est vraiment étrange parce que, encore une fois, il n'y a aucun doute que le PQ est favori présentement. Et comme je le répète, ce n'est même pas serré. Dans les simulations que j'ai effectuées avec les derniers sondages, on parle le PQ gagne une pluralité ou une majorité.
95% des scénarios. Donc, si une élection avait lieu aujourd'hui, la question serait est-ce que c'est PQ majoritaire ou PQ minoritaire? Mais si on regarde les chiffres que nous avions à la fin de l'automne, j'ai les sondages ici devant moi, donc ça c'est pour le Parti québécois, 36, 40, 39, 35, on était dans ces eaux-là, et ça c'est clairement une majorité facile pour le PQ, considérant avec 5 partis, tu as presque 40% du vote, mais dans la moyenne des sondages, le PQ a perdu près de 10 points depuis l'automne, et il y a un peu du Parti libéral, il y a un peu de la CAQ qui a pris ce terrain-là, et si aucun parti n'atteint 30%, c'est quasiment impossible d'imaginer une majorité pour personne. Mais à part si vraiment le PQ est chanceux et remporte toutes les petites batailles serrées partout et se ramasse avec un gouvernement majoritaire avec 31%, ce qui n'est jamais arrivé au Québec. Alors, le PQ est le favori, mais c'est certain qu'il doit regarder dans le rétroviseur, voir la CAQ s'approcher chez les francophones, voir que le chef, M. Plamondon, malgré qu'il soit adoré de sa base, et que dans les chiffres de Palace, c'est M. Plamondon qui a le plus haut taux d'impressions favorables. Mais il y a aussi beaucoup d'impressions défavorables, ce qui n'était pas le cas il y a, j'allais dire 2 ans, mais ce qui est même un an. Alors, le PQ a grimpé grâce aux actions de son chef, mais son chef est maintenant aussi rendu, je ne veux pas dire une béquille parce que c'est exagéré, mais son chef est peut-être problématique pour faire grimper le PQ de 30 à 36%, par exemple. Alors, je pense que c'est vraiment ça l'état du PQ. Tant que le vote est divisé, le PQ est favori parce qu'il a la base la plus fidèle et la plus solide de tous les partis. Mais il reste qu'il y a des vulnérabilités. Éric, ouais. Toi, comment tu vois ça? Oui, il y a des feux jaunes un peu pour le Parti québécois. Je pense qu'ils sont probablement dans la meilleure position de recruter des candidats parce qu'ils sont le gouvernement comme... en attente? Le gouvernement en attente? C'est ça, oui. Okay. Donc, je pense que on voit que c'est un peu plus difficile pour la CAQ, pour les libéraux, de recruter des candidats de qualité. Mais il n'y a pas beaucoup de signes que le Parti québécois, comme tu as dit, est capable d'augmenter son appui. Dans le sondage de Léger, on a vu que 22% des Québécois choisi Paul Saint-Pierre Plamondon comme le meilleur premier ministre. Ouais. C'est beaucoup plus bas que l'appui pour le Parti québécois. On peut voir que, comme on a dit encore, le taux pour l'appui pour la souveraineté n'est pas beaucoup plus élevé que l'appui pour le Parti québécois. Donc, pour avoir 35-36%, il faut avoir des non-souverainistes, je ne veux pas dire des fédéralistes, mais des non-souverainistes, de donner leur appui au Parti québécois. Et on peut voir aussi dans les 2 sondages de Palace et de Léger que si on voit comme les démographiques pour l'électorat du Parti québécois, c'est pas des 55 ans et plus, c'est pas les plus âgés. Et ça, c'est des fois un peu un boni pour un parti qui a des appuis parmi les plus âgés. C'est la CAQ qui a ces appuis-là, les libéraux. Donc, on n'a pas beaucoup de signes que le Parti québécois va surperformer les sondages. Ils en avancent dans les régions du Québec. Oui. Ça a l'air que peut-être ils ont perdu leur avance à Québec, dans la grande région de Québec. On ne sait pas si... Oui, il y a un désaccord ici. Oui, mais la route vers la majorité pour le Parti québécois est beaucoup plus restreinte qu'il était il y a quelques mois. Donc, c'est toujours la meilleure position d'être en avance, avec une avance parmi les francophones, mais comme j'ai dit, je pense qu'il y a des feux jaunes pour Paul Saint-Pierre Plamondon et le PQ. Tu sais, je pense qu'il faut garder le contexte que le Parti québécois, si admettons, on se téléporte le 5 octobre au soir et qu'on voit que le Parti québécois a remporté 55 sièges, admettons. OK, Éric? Je pense qu'aujourd'hui, les péquistes seraient déçus. 55 sièges, ça veut dire qu'ils formeraient probablement le gouvernement. Ça serait minoritaire, ça serait probablement instable, ça serait 9 sièges en dessous du seuil de la majorité, donc il faudrait qu'il y ait des alliances quelque part, et Québec solidaire sûrement ne gagnera pas 9 sièges, à moins d'une surprise.
Alors, ça serait inconfortable, sauf que plusieurs pourraient dire, oui, mais le PQ a remporté 3 sièges il y a 4 ans. Alors, il a soulevé, M. Plamondon aurait soulevé le Parti québécois de presque mort à 14% du vote et 3 sièges à la victoire, même si c'est minoritaire. C'est juste que pour n'importe quel parti qui remporte une minorité, l'Assemblée nationale va être un endroit où ça va être très difficile de travailler pour les prochains députés. J'ai hâte de voir si l'animosité entre les partis, là, je sais qu'on parle du Parti québécois, mais entre tous les partis, la pression va diminuer un petit peu, parce qu'on sent qu'il y a une animosité, et j'ai vraiment de la difficulté à voir comment n'importe quel parti, y compris le Parti québécois, pourrait travailler dans un Parlement, dans une Assemblée nationale minoritaire. Mais juste pour revenir à une chose que tu as mentionné sur le chiffre de M. Plamondon, le meilleur premier ministre, c'est 22%. Évidemment, on s'entend que 22%, c'est pas beaucoup, mais c'est lui qui est le plus élevé de tous. Avant la répartition des indécis dans le sondage léger, le PQ est à 23%. Alors, on s'entend que le chiffre se ressemble. Mais il faut aller chercher des indécis. Il faut aller chercher des indécis et je ne vois pas comment le PQ peut aller chercher la moitié des indécis. Parce que c'est ça qu'il aurait besoin pour monter au niveau nécessaire pour être majoritaire. Mais point intéressant, tu as mentionné pour les tranches d'âge. OK, donc léger indiquait, et ça ressemblait à ça un peu aussi chez Palace, chez les 55 ans et plus, 30% CAQ, 30% libéral et 29% PQ. C'est une égalité statistique. Et le PQ s'en tire bien et est premier dans le sondage à cause de la tranche du milieu entre les 35 et 54 ans où il est à 36%, 14 points de plus que les libéraux. Mais on sait que les plus âgés votent plus. Alors, tu parlais d'une petite prémalure, d'un petit bonus. On regarde ces chiffres-là et on se dit sûrement que la CAQ aurait une petite prémalure si c'était le cas. Mais bon, voilà. Le PQ est encore en bonne position. Il y a comme tu as dit, des feux jaunes. Okay. Est-ce que tu veux aller à la CAQ ou aux libéraux maintenant? Non, on va aller dans un autre direction. Oui, ça va être un peu aléatoire. Je pense que la prochaine partie, ça va être Québec solidaire. On a vu dans les sondages 8%, 11% pour Palace. Alexandre Boulris, un candidat vedette pour Québec solidaire. On n'a pas vu beaucoup de noms qui circulent, qui sont des candidats vedettes pour n'importe quel parti. Donc, au moins, c'est une candidature intéressante. Je ne sais pas si ça va changer beaucoup, mais pour Québec solidaire, c'est un changement assez énorme. À la fin de 2022, la campagne en 2022, le parti a été en deuxième place dans le vote populaire, oui. Le vote populaire, oui. Ouais. Et on pourrait imaginer que si le système politique au Québec était en train de changer pour les deux nouveaux partis, la CAQ, le Québec solidaire, aussi peut-être les conservateurs, que les vieilles partis, les libéraux et le Parti québécois étaient en train de disparaître, il y avait une opportunité pour le Québec solidaire, mais maintenant, ça a l'air que c'est de sauver le plus de sièges possible pour ce parti. Il n'y a aucun doute, dans tous les chiffres que nous avons vus depuis 1 an et demi environ, tu sais, je regardais des sondages de 2024, il y avait encore des sondages qui donnaient 15% à Québec solidaire. Ça fait vraiment longtemps qu'on a vu ça. Maintenant, on voit des 8, 9, 10, 11. Et donc, ça veut dire que Québec solidaire aurait perdu environ le tiers de ses appuis depuis 2022. Évidemment, ça n'aide pas qu'il y ait un changement de garde, le départ de Manon Massé, le départ de Gabriel Nadeau-Dubois, et ça va être très difficile. La carte pour Québec solidaire devrait ressembler, et je sais qu'il y a plusieurs gens qui nous écoutent qui ne suivent pas de près la politique ontarienne, et à quelque part entre vous et moi, je vous comprends, vous êtes plate en maudit, mais l'année passée, l'élection ontarienne, le NPD a vraiment pas bien performé. Sa part du vote en Ontario est passée de 24% à... C'était 18%? Non, je pense que c'était 18%. Donc, ils ont perdu le quart de leur vote, mais le NPD a été capable de mener des campagnes locales très fortes et ils ont gardé la plupart de leurs députés sortants. Pour Québec solidaire, évidemment, la stratégie, il y a du monde intelligent dans ce parti-là qui fait la stratégie. Si on voit Québec solidaire qui mène une réelle campagne nationale, ça serait une grave erreur.
Gabriel Nadeau-Dubois, donne un exemple, allait tout le temps à Rimouski dans l'espoir un jour de gagner Rimouski et ils avaient toujours 16, 17, 18%. Alors qu'aujourd'hui, ce qu'ils doivent faire, c'est sauver les meubles. Ils doivent tout faire pour faire comme le NPD ontarien et faire des campagnes locales, leurs députés qu'ils ont déjà, essayer de les sauver, parce que sinon, ça pourrait être une très mauvaise soirée pour Québec solidaire. Et j'imagine que dans leur esprit, et là je ne veux pas parler pour eux, mais j'imagine que dans leur esprit, leur espoir, c'est que le PQ soit minoritaire et Québec solidaire fasse, on pourrait faire des alliances ponctuelles avec le PQ. Mais voilà. Ça va être très difficile pour Québec solidaire si on regarde les sondages présentement. Oui, il faut avoir assez de sièges, d'avoir la balance du pouvoir. 5 sièges, je ne sais pas si ça va faire l'affaire, parce que si on voit les tendances, peut-être c'est possible que le Parti québécois pourrait gagner, comme tu as dit, comme un exemple, de 55 sièges. Donc, ils ont besoin au moins 8 ou 9 pour avoir la balance du pouvoir. Ça va être difficile parce que peut-être à Québec, parce que le vote est si divisé entre tous les partis, peut-être c'est possible d'imaginer 1 ou 2 sièges encore pour Québec solidaire. Sherbrooke, je pense que ça va être difficile. Donc, c'est vraiment de garder, pas les sièges comme Mercier ou Gouin ou Saint-Marie-Saint-Jacques, qui sont probablement dans le camp de Québec solidaire, mais les autres sièges qu'ils ont gagnés aux mains des libéraux, comme Saint-Henri, Sainte-Anne, des sièges comme ça, est-ce que ça va être possible? Dans le baromètre des personnalités politiques du Léger, l'échantillon des solidaires était assez petit, mais ça, je trouvais ça drôle, que le deuxième plus populaire figure testée parmi les solidaires était le gauchiste Mark Carney, avec 57% de bonnes opinions chez les solidaires. Rouba Gazelle était en premier avec 88%, mais Sol Zanetti était quatrième avec 45%, peut-être parce qu'il n'est pas très bien connu, mais c'est vraiment de sauver des meubles pour Québec solidaire, parce que oui, dans un gouvernement minoritaire, il pourrait avoir une influence qu'ils n'ont jamais eue. Parce qu'en 2007, il n'avait aucun siège. Aucun siège. Ouais. Et en 2012, il y avait juste 2. Ouais. Donc, ça, c'est la chance pour le Québec solidaire, mais je pense que ça va être un course à 3. Et dans un course à 3, ça va être difficile pour le 4e et le 5e parti d'avoir un portion de la discussion, de la couverture médiatique aussi. Écoute, un mot sur Alexandre Boulris, parce que tu as dit quelque chose qui m'a frappé un peu. OK, est-ce que c'est un candidat vedette à l'échelle de Québec? J'ai vu ça, un candidat vedette, je pense que j'ai vu ça dans des articles ou des commentaires. Écoute, je ne nie pas ça. Localement, M. Boulris a prouvé qu'il était capable de gagner Rosemont, la petite patrie, au fédéral, et ceci malgré le NPD fédéral. On s'entend, les chiffres de M. Boulris étaient bien mieux que ce qu'on voyait pour le NPD fédéral à l'échelle du Québec. Alors, il avait lui-même un effet local. Cependant, je dois dire ceci. Il s'en va dans la circonscription de Gouin, qui est la moitié ouest de la circonscription fédérale de Rosemont-la-Petite-Patrie. C'est aussi le meilleur endroit pour lui. C'est Québec solidaire, Gouin, à moins d'une énorme surprise. Il n'y avait rien qui allait faire changer Gouin. Si M. Boulris s'était présenté dans l'autre moitié de sa circonscription fédérale, c'est-à-dire la circonscription provinciale de Rosemont, qui s'annonce être très serrée, je pense que ça aurait pu aider Québec solidaire un peu plus. Québec solidaire n'allait pas perdre Gouin. Alors, c'est comme s'ils mettaient leur vedette dans un siège qu'ils allaient gagner de toute façon. Je comprends pourquoi M. Boulris, je crois aussi qu'il habite cette circonscription-là. Je comprends où est-ce que tu veux avoir... tu veux être confortable. Si tu t'en vas dans une circonscription où est-ce que tu es plus confortable et où tu habites. Mais si on regarde pour le parti, ça aurait été peut-être plus avantageux de propulser M. Boulris dans l'autre circonscription juste à côté, dans Rosemont, où est-ce que je n'ai pas suivi les nominations, je ne sais pas si Québec solidaire a choisi quelqu'un, mais j'habite la circonscription et je n'ai pas entendu parler. Alors, peut-être que les gens qui vont me corriger à la suite de ce balado, et je vais aller vérifier, mais je n'ai pas trouvé encore ces nominations-là, et Rosemont va être serré. Alors, le Parti québécois vise vraiment Rosemont.
C'est pour Québec solidaire. C'est quoi le seuil acceptable pour Québec solidaire, selon toi? Ils ont 11 sièges. Ils ont remporté un 12e siège lors d'une élection partielle. C'était Saint-Henri-Sainte-Anne. Selon toi, quel chiffre cet automne, où est-ce que les solidaires feraient comme « Ah, OK, c'était pas trop mal. » 5? 6? 5, c'est pas beaucoup. 5, c'est vraiment la moitié. pas beaucoup. C'est la majorité de leur caucus. Je dirais 7 ou 8 sièges. OK, 2 à Québec. On oublie Sherbrooke. Mettons, on jase, là. On jase. On oublie Sherbrooke. 2 à Québec. Est-ce qu'ils peuvent en gagner 5 à Montréal? Mercier, Gouin, peut-être Hochelaga-Maisonneuve. Laurier-Dorion, ça fait 4, plus 2, ça fait 6. Rosemont serait la 7e. Hey, ça commence à être Saint-Marie-Saint-Jacques, ça existe toujours, oui. J'ai dit quoi? Ouais, je me suis trompé. Oui, Sainte-Marie-Saint-Jacques. J'ai dit Hochelaga. Hochelaga, moi, je pense que je prendrais Sainte-Marie-Saint-Jacques avant Hochelaga, en effet. OK, 7 ou 8 est possible, mais il faut que tout se passe bien. Et j'ai comme l'impression, Verdun et Saint-Henri-Sainte-Anne, je veux dire, les chiffres nous montrent pas que c'est possible, à moins que M. Clich et Mme Merquez, elle s'appelle Alexandra, fassent vraiment des miracles dans leurs circonscriptions respectives. Mais bon, voilà pour Québec solidaire. Ça va être très difficile, mais ils pourraient sauver les meubles s'ils font de bonnes campagnes locales. OK. Les conservateurs. Oui. 14% dans le sondage de Palace, 13% dans le sondage de Léger. Éric Duhem a choisi Bellechasse comme son comté de choix. On pense qu'ils ont des chances, surtout sur la rive sud de la grande région de Québec. Mais moi, c'est juste mon impression. Je sais pas. Je ne suis pas les médias au Québec de si près que toi. Mais est-ce qu'on parle beaucoup du Parti conservateur ces jours-ci? Je pense que non. OK. C'est une bonne question. Évidemment, les gens qui nous écoutent vont dire on sait bien, le gars d'Ottawa qui habite en Gaspésie et le Montréalais qui ne suivent pas les conservateurs. Les conservateurs, ils ne le diront jamais eux-mêmes, mais ils sont pour l'instant un parti régional. Ils sont un parti régional. Ils vont être forts à Québec et dans les environs. Alors, il n'y a aucun possible gain, ni à Montréal, ni dans le grand 4-5-0 pour les conservateurs. Alors, on en parle un peu moins parce qu'ils sont loin du centre médiatique du Québec et Montréal. Mais à Québec, ils mènent encore au moins à égalité statistique avec la CAQ et le Parti québécois dans les sondages. Et si on regarde les résultats du PCQ de 2022 et qu'on transpose ça aujourd'hui, il devrait gagner 5-6 sièges facilement. La question, est-ce que les candidats qui vont être choisis par l'équipe d'Éric Duhem, est-ce qu'ils vont nuire au PCQ ou est-ce qu'ils vont l'aider? Parce que clairement, Éric Duhem, ses chiffres personnels ne sont pas très bons, sont très défavorables, mais sa base l'adore. Alors, il n'a pas besoin de grimper à 20% au niveau national pour faire des gains. Le seul chiffre qui importe pour le PCQ, c'est la grande région de Québec. Évidemment, on attend la Beauce là-dedans et un peu Chaudière-Appalaches, c'est un peu à l'extérieur, mais c'est vraiment la grande région de Québec. Alors, pour l'instant, moi, j'ai 9 sièges pour le PCQ, avec un plancher autour de 5 et un plafond à une douzaine de sièges. On s'entend que pour un parti qui avait 1% du vote il y a 8 ans et qui est 13% du vote la dernière fois avec un siège, je pense que n'importe quel gain serait un gain net. Alors, j'ai bien hâte de voir quel genre de campagne M. Duhem va mener s'il a compris qu'il doit mener aussi, comme Québec solidaire, des campagnes locales au lieu d'une campagne nationale. Oui, je suis pas convaincu qu'il va avoir tant de sièges que ça, parce que, comme j'ai dit dans le passé, les modèles, ils donnent leur siège surtout par défaut, un peu. C'est pas parce qu'ils ont augmenté leur appui, c'est que les autres partis ont baissé derrière eux. Et ça, je trouve, c'est toujours un peu plus difficile de gagner vraiment des sièges dans une situation comme ça, parce qu'il y a des candidats, il y a des noms sur les votes. Mais oui, il était proche de gagner quelques sièges la dernière fois. Est-ce qu'il va y avoir une polarisation contre Éric Duhem à Bellechasse? Peut-être c'est un meilleur comté pour éviter ça que Arthabasca. Ouais. Mais, ouais,
J'ai dit qu'on parle pas beaucoup des conservateurs. C'est pas vrai. J'ai vu Maïté Blanchette-Vézina était dans les nouvelles à cause de quelque chose qu'elle a dit, surtout sur le carte électorale. J'ai vu ça ici dans le Gaspésie, c'était dans les ça faisait les manchettes. Mais le sondage de Léger, parmi les conservateurs, seulement 27% des conservateurs avaient une bonne opinion par rapport à Mme Maïté Blanchette-Vézina. Elle va se présenter à la Pelletrie. Je ne sais pas si elle est vraiment un candidat qui va aider. Est-ce que c'est un nom qui dit quelque chose pour les gens de ce coin-là? Parce qu'elle est la députée de Rimouski. Ouais. Ça, je ne sais pas. Je pense que pour les conservateurs, pourquoi j'ai dit qu'on ne parle pas, c'est que si ça va être une course à trois, une course polarisée de trois, comme un triangle un peu, entre le Parti québécois, les libéraux et la CAQ. Si on ne parle pas beaucoup des conservateurs pendant la campagne électorale, peut-être ça va être difficile de maintenir les chiffres qu'on voit dans les sondages. Je pense que ça, c'est le défi, de faire parler le Parti conservateur au moins un peu dans une façon positive. C'est pas toujours nécessaire, mais... c'est dans la politique, des fois, la pire chose, c'est qu'on ne parle pas. Oui, mais avocat du diable, si on en parle, c'est aussi peut-être parce qu'il y a des candidats plus obscurs du PCQ qui vont nuire au PCQ. Alors, encore une fois, candidatures locales sont extrêmement importantes. J'ai hâte de voir où M. Duhem et son équipe vont placer leurs pions. Tu as mentionné Maïté Vézina, elle n'est pas vraiment très connue du public. Tu as dit seulement 27% des gens ont une opinion parmi les conservateurs. Parmi les conservateurs, mais je pense qu'il y a aussi là-dedans, Léger n'a pas publié les tableaux complets. J'ai comme l'impression qu'il y en a plusieurs qui ne la connaissent tout simplement pas. Elle n'était pas une députée... je veux dire, c'est pas une insulte que je fais, mais elle n'avait pas un profil national. Et la Pelletrie est un bon comté pour les conservateurs. Fédéralement, c'est conservateur. Alors... J'ai hâte de voir. C'était le shérif Éric Kerr qui a été élu là depuis près de 20 ans. J'ai l'impression qu'il y a des électeurs qui anti-système dans ce coin-là. Et Maïté Vézina serait la candidate parfaite pour eux. Mais bon, nous verrons bien. OK, le Parti libéral. 27% dans le sondage Léger, 25% à Pallas, 15% parmi les francophones pour Pallas, 20% pour Léger. Il y avait un montée pour le Parti libéral. Il y avait quelques sondages où il était en avance d'un point ou quelque chose comme ça, ou à égalité avec le Parti québécois. Ça a l'air que ça baissait un peu, mais ils sont toujours dans la course. Et leur chef est... Je ne dis pas qu'il est pas bien vu, mais il y a des chiffres similaires, semblables à les autres chefs du parti. Qu'est-ce qu'on pense du Parti libéral? Je sais qu'ils ont un plafond assez bas, mais... OK. OK, je vais pas te contredire ici, mais je vais argumenter avec toi, mon cher. Le PLQ, présentement, n'est pas dans la course. Le PLQ n'est pas compétitif, présentement. Ils sont projetés pour faire des gains, mais il n'y a absolument aucun scénario, sauf si la CAQ arrive à parfaitement diviser le vote francophone avec le PQ, que les PLQ pourraient gagner avec les chiffres qu'on voit présentement. On parle d'une 40aine de sièges. L'Assemblée nationale serait complètement fracturée si le gagnant a 42 sièges, par exemple. Alors, pour moi, le PLQ, présentement, n'est pas compétitif. Je dis pas qu'ils ne le seront jamais, ou ils le seront même pas à l'automne, mais présentement, aujourd'hui, le PLQ n'est pas compétitif. 20% chez les francophones selon Léger, 15% chez les francophones selon Pallas, le PLQ n'est pas compétitif. Mais il y a eu... le PLQ a eu une stratégie assez particulière dans les dernières semaines, d'envoyer une mise en demeure à Paul Saint-Pierre Plamondon, une semaine avant la dernière semaine d'activité médiatique et parlementaire, et après ça, de M. Plamondon, qui bien sûr n'allait pas se rétracter, et après ça, OK, il arrive à rien. J'ai
j'ai de la difficulté avec la... Je sais pas qui conseille le PLQ dans ces genres de choses-là. C'est un vieux dicton que les Québécois n'aiment pas la chicane. Et pendant que le PLQ et le PQ s'envoyaient des insultes associées au crime organisé, puis on va envoyer une mise en demeure, puis on va te poursuivre pour diffamation. Pendant ce temps-là, Mme Fréchette et la CAQ étaient mortes de rire en disant « Regardez, c'est ça les vieux partis. Ils se chicanent, puis nous, on veut travailler pour les Québécois. » Je veux dire, les slogans s'écrivaient tout seuls. Alors, je regarde les chiffres du PLQ. Ils sont mieux qu'ils étaient en 2022. On s'entend que la barre était très basse. OK, la barre était... On ne pouvait même pas faire du limbo en dessous de cette barre-là. Là. Alors... Les chiffres sont mieux, mais ils ne sont pas compétitifs. Alors, M. Milliard a l'été pour faire ses tournées de circonscription potentielle, aller serrer des mains, aller jouer au bowling, aller jouer à la pétanque en région, je ne sais pas qu'est-ce qu'il va faire, mais il doit se faire connaître, et surtout les gens qui ne le connaissent pas, ils doivent trouver un moyen de se faire apprécier, parce que ses chiffres personnels ne sont pas très bons, ils ne se sont pas améliorés depuis 2 mois. Les chiffres de Pallas élevaient M. Milliard à 19% d'impressions favorables et 41% d'opinions défavorables. Ça marche pas, là. Il est sous le niveau du PLQ. Donc voilà, j'ai hâte de voir quelle va être la stratégie, s'il y en a une stratégie du PLQ, parce que présentement, le PLQ a présenté son candidat dans Rosemont, justement, on en parlait il y a un instant. Et c'était une vidéo sur les internets. On voit M. Milliard qui présente son candidat dans Rosemont. On voit dans l'arrière-plan l'édifice de la Sun Life. Il est au centre-ville. Et là, je dis, OK, mais vous n'avez pas une équipe, vous n'avez pas un chauffeur, vous n'avez pas une voiture. Venez dans Rosemont, venez au parc Pélican, au parc Jean-Duceppe, venez dans le quartier de Rosemont pour montrer que vous voulez enraciner. Il y avait ces petites gaffes comme ça, je crois, qui pourraient faire mal au PLQ. J'ai l'impression qu'ils sont mal conseillés. OK, je dirais pas qu'ils sont compétitifs, mais je dirais qu'ils sont dans la course d'être compétitifs. C'est comme... Oui, c'est ça. Ils ont potentiellement du potentiel, c'est ça. Oui, c'est ça, oui. Mais avec 25-27%, OK. Si ils ont une hausse de 2-3 points pendant la campagne électorale et on voit un baisse du PQ de 1-2 points, et ça va à la CAQ. Encore là, s'il y a une division presque parfaite, ça pourrait être intéressant pour le Parti libéral. Le fait qu'ils sont, au moins, on parle qu'ils sont dans la course, que c'est possible qu'on pourrait voir des sondages pendant la campagne électorale où les libéraux sont en égalité avec le PQ ou en avance, même si c'est à cause de la marge d'erreur, des choses comme ça. Je pense que ça change la conversation, parce que toi et moi, on sait que le Parti libéral, il devrait être en avance de quelques points sur le Parti québécois, avoir plus d'appui parmi les francophones, d'être vraiment dans la course. Ouais. Mais pour monsieur et madame tout le monde, s'ils voient des sondages avec les deux partis en égalité, avec un accord d'1 point, peut-être c'est possible qu'ils penseraient qu'ils sont dans la course, ils ont une chance de former un gouvernement, et peut-être ça pourrait avoir un effet chez les fédéralistes à la CAQ ou les conservateurs. Ils sont au moins... Ils ont une chance d'avoir une campagne qui va avoir un impact. S'ils étaient toujours à 15-18%, 6% parmi les francophones, on dirait que c'est seulement un cause pour l'opposition officielle. Au moins, une bonne campagne de Charles Milliard, peut-être des débats où il pourrait avoir une surprise, quelque chose. Oui. Soudainement, c'est intéressant. Oui, je ne te contredis pas là-dessus, mon cher ami. C'est juste que ça, c'est vrai aussi pour tout le monde. Ben oui. C'est juste que les conditions nécessaires, il faudrait que... OK, imaginons, on jase là, OK? On est le soir de l'élection, Éric. Et le vote, les sièges sont complètement distribués, tout bizarre. Imagine un scénario où c'est à peu près 40 pour le PLQ, à peu près 40 pour le PQ et à peu près 40 pour la CAQ.
qu'est-ce qui se passe? Je veux dire, je vois pas aucun autre parti pouvoir appuyer les libéraux pour diriger un gouvernement minoritaire. Et donc, pour que le PLQ gagne l'élection, il doit vraiment la gagner. Ça doit être clair et indéniable que le PLQ, même si c'est pas majoritaire, ça doit être quelque chose comme 55 sièges. Et je regarde la carte, même la nouvelle carte, et j'ai vraiment de la difficulté à voir 50 sièges pour le PLQ. Alors que je suis capable de voir 50 sièges pour le PQ. Et sais-tu quoi? Avec les derniers chiffres qu'on a vus, Eric, je serais capable de voir 50 sièges pour la CAQ. Ils sont plus loin derrière, mais je pense que la CAQ a un plafond potentiel plus élevé que le PLQ. Mais bon, on verra bien. OK, la CAQ. Oui, la CAQ. 20% chez Palais, 21% chez Léger. Comme on a dit, un hausse taux d'insatisfaction avec le gouvernement de Mme Fréchette. Oui. Mais si les libéraux ne sont pas compétitifs, est-ce que la CAQ est compétitive? Est-ce qu'ils sont dans la course d'être dans la course? Ils ont plus de potentiel de gain que... OK, c'est que je veux vraiment phraser ça comme il le faut, parce que je sais que je ne veux pas être mal cité ici, mais si on regarde les chiffres actuels, pas les comparaisons de 2022, si on regarde les chiffres actuels, la CAQ a plus de potentiel de gain que le PLQ. Je veux dire, par exemple, dans la moyenne présentement, j'ai 21 pour la CAQ et 26 pour les libéraux. Ça, c'est dans la moyenne de Québec 125. Ben, si je te demandais, c'est quoi les chances qu'un ou l'autre augmente leur chiffre de 5 points? C'est quoi les chances que le PLQ grimpe à 31? Et c'est quoi les chances que la CAQ monte à 26? Je pense qu'on serait d'accord pour dire que c'est la CAQ qui a le plus de chances de se rendre à 26 que les libéraux à 31. Ou peut-être pas. Je sais pas si tu sourcilles un peu. J'ai comme l'impression que la CAQ a plus de potentiel d'avoir du potentiel que les libéraux. Non, oui, je suis d'accord. Parce que on voit dans les chiffres, oui, il y a des électeurs francophones qui semblent, dans les chiffres, avoir migré du PLQ vers la CAQ, mais il y a aussi des péquistes. Encore une fois, en novembre, en octobre, le PQ était juste sous la barre des 40 et ils sont à 30 présentement. Il y a une partie de ça qui est allée à la CAQ. J'imagine qu'encore une fois, on faut reprendre l'équation du bonheur. L'équation du bonheur qui est bien sûr la réalité moins les attentes. C'est quoi les attentes pour la Coalition Avenir Québec? Est-ce qu'ils s'attendent à juste sauver les meubles, gagner une quinzaine de sièges et pouvoir espérer être compétitifs dans des élections qui pourraient avoir lieu avant la fin de la décennie, parce que ça va être minoritaire? Ou est-ce qu'ils souhaitent gagner? Ça, je ne sais pas encore. C'est possible qu'on va avoir des surprises le soir électoral chez la CAQ, parce qu'ils ont plus d'appui parmi les plus âgés, qui vont voter dans des plus grands nombres. Donc, si on est dans les derniers jours, et c'est 30 pour le Parti québécois, c'est 27 pour les libéraux et 23 pour la CAQ, c'est possible d'imaginer que les résultats seraient 25-27% pour la CAQ. Peut-être pas 27, peut-être c'est exagéré. Mais d'avoir un surperformance de 2 points, quelque chose comme ça, c'est possible d'imaginer, et peut-être ça donnerait à la CAQ quelques sièges de plus. Mais on sait que ça va être difficile avec les candidats. C'est plus que le tiers de le caucus qui ne se présente pas encore. Peut-être c'est de renouveau, et peut-être ça c'est une bonne chose pour la CAQ, parce que c'est comme les libéraux fédéraux, c'était l'impression que c'est un nouveau gouvernement qui aide M. Carney. Est-ce que Mme Fréchette est capable de faire la même chose avec une équipe différente? Je ne sais pas. Mais oui, elle a le potentiel d'avoir des surprises. Les débats, il va y avoir plusieurs, je crois. 3 débats au moins. Oui, OK. Donc, il y a beaucoup de chances pour un des autres chefs de faire une erreur. Mme Fréchette est expérimentée dans les débats, même si c'était contre Bernard Drainville à quelques reprises. Elle a fait plus récemment que les autres partis. Charles Milliard, il n'y a pas eu beaucoup de débats. Il y a eu des débats au PLQ, mais on s'entend, c'est pas la même chose. On s'entend. Oui, mais c'est l'élection de toutes les possibilités. Et c'est pour ça que c'est intéressant, parce que on n'est pas dans la situation qu'on a vue l'an dernier où c'était une avance de 20 points pour le Parti québécois. Le résultat était certain. Maintenant, c'est comme, OK, on sait que les résultats qui sont les plus probables,
Mais il y a des possibilités. Il y a beaucoup de pas différents que les partis pourraient prendre. Et il y a aussi une bonne possibilité que notre projection finale la veille du vote soit... Je veux dire, je pense que les moyennes, si les sondages sont bons, bien sûr, et d'habitude ils le sont, mais je pense que nos moyennes pourraient être bonnes, mais comté par comté, avec beaucoup de comtés qui pourraient être gagnés avec 29% du vote, oh boy, ça va être le bordel. Donc, mais bon, ça fait partie du plaisir, n'est-ce pas? Oui, OK. Et il y avait, on va juste quelques mots avec la nouvelle carte électorale, le 127 sièges. Oui. Je suis ici dans le comté de Gaspé, qui n'est pas maintenant le comté de Gaspé-Bonaventure. C'est une bonne chose pour les Gaspésiens. Et pour les gens dans l'est de Montréal, OK, whatever. Tu peux garder ton siège. Là, je ne comprends pas vraiment, mais... Tu ne comprends pas vraiment? Nous, on est dans une région éloignée. Il y a des enjeux différents ici que dans la ville de Montréal. Il faut avoir des voix pour représenter cette région-là. Mais dans l'Est de Montréal, il n'y a pas vraiment les mêmes raisons d'avoir un statut protégé comme les îles de la Madeleine. En Gaspésie, je crois qu'il y a des raisons, même si on peut être en désaccord avec ce principe. Je pense qu'il y a plus de raisons d'avoir un statut protégé en Gaspésie que dans l'Est de Montréal. OK, mais il n'y a pas de statut protégé. Ils vont... OK, je comprends ce que tu veux dire. Mais l'affaire, c'est qu'imagine déjà que le processus de cette carte-là, a été bordélique au plus haut point. Premièrement, les élus ne devraient pas interférer avec la carte. Point final. Point final. Tout le reste, c'est des détails. Ça, c'est la première chose à dire. Okay? Ils mettent des règlements, ils mettent des lois pour diriger la commission indépendante qui dessine la carte. La commission dessine la carte, il y a des consultations et boum, c'est fini. Et là, c'est de la faute de la CAQ. Ils n'ont pas pensé qu'en effet, la population de la Gaspésie était trop petite. Ici, ils avaient fait passé une loi pour donner un statut privilégié à la Gaspésie. Tout ça aurait été évité. Mais ils ne pouvaient pas soudainement dire « OK, la Gaspésie, avec 2 circonscriptions de moins de 30 000 électeurs, on va donner 2 et on va garder... » Je veux dire, bref, tout ça était tout croche. Cependant, je veux dire ceci. J'ai pris le temps de regarder la carte à 127. Je suis en train de la retracer. Je suis en train de faire mes transpositions. D'ailleurs, je remercie Carl Hutton, qui est un abonné de ce balado, qui nous aide beaucoup avec ces transpositions-là. Son travail est excellent. Je veux dire ceci. La nouvelle carte, outre le processus qui a mené à 127 sièges et à ce bordel-là, la nouvelle carte est irréprochable. Il n'y a aucun parti qui vraiment peut dire a été désavantagé, ou il y a eu du gerrymandering. Je regardais ça et je pense que dans toutes les circonscriptions, quand on regarde la transposition, la plus grande différence entre les résultats 2022 et cette carte-là qui est transposée, c'était dans Chomédé, où ce que les libéraux gagnent 2 points, une circonscription qui allait gagner de toute façon. Alors, les différences sont mineures, mais le processus qui a mené à ça aurait jamais dû aller jusque-là. Le statut protégé d'une région éloignée, oui, je comprends, mais la représentativité des électeurs, de penser qu'un vote gaspésien vaut 2 fois plus qu'un vote du 4-5-0, pour moi, c'est insensé. Mais bon, OK, c'est correct. Ceux qui me disent... Faut vivre la réalité ici en Gaspésie. Mais tu peux avoir la même réalité avec un seul député au lieu de 2. C'est juste qu'on pourrait dire, on pourrait passer une loi pour que ce député-là, de la grande région de la Gaspésie, reçoive plus de ressources pour voyager, peut-être engager des employés, du staff, avoir des bureaux de circonscription à plusieurs endroits. Quand j'entends la Gaspésie dire « Oui, mais c'est très grand », est-ce que vous avez vu la taille de Ungava? Est-ce que vous avez vu la taille de la Violette-Saint-Maurice avec la Haute-Mauricie? C'est gigantesque. Et d'ailleurs, avec du recul, mon cher Éric, la Mauricie, quand ils ont perdu une circonscription dans le dernier redécoupage, ils auraient dû crier plus fort. Parce que la circonscription de la Violette-Saint-Maurice est gigantesque. Et il y a plusieurs communautés très éloignées là-dedans. Mais bon, le gouvernement, les élus ne devraient pas interférer avec la CAQ, point final. Mais ça, c'est... OK. Voilà. Donc, des statuts protégés pour l'Ungava et peut-être la Mauricie, avec la Gaspésie. Je suis correct avec ça. Je suis OK. Mais au moins ici, je sais qu'ici, c'était dans les manchettes partout en Gaspésie. Il y avait beaucoup de gens qui étaient
qui avaient des inquiétudes. Je suis complètement d'accord que c'était un bordel, le processus, et j'espère qu'après les élections, l'Assemblée nationale va se trancher sur cet enjeu avec plus de recul et plus de... un système, un principe, parce que le principe de la région éloignée avec les enjeux différents des autres régions, ça fait du sens pour la Gaspésie, mais de faire la même chose avec l'Est de Montréal, c'est comme ça indique que le principe n'était pas vraiment là, que c'était... Il y avait juste pas du tout. C'était juste d'éviter des problèmes. Donc, j'espère que l'Assemblée nationale va se trancher. Et s'ils décident, en fin de compte, qu'il n'y a pas de raison d'avoir des statuts protégés pour plus de régions que les îles de Madeleine, OK. Mais au moins, il faut avoir cette discussion. Et pas dans le pressure cooker d'une élection dans quelques mois. Exact. Tu sais, la CAQ a fait un précédent que j'espère ne sera pas répété, encore une fois. On a une commission indépendante qui dessine les cartes, point final. Vous ne touchez pas à ça, parce que tu rouvres cette boîte de Pandore et on se ramasse comme aux États-Unis où est-ce que les cartes sont redessinées par les élus. Évidemment, c'est pas ça que nous avons. Mais cette interférence-là n'était pas la bienvenue. OK. Bon, ça va être on va terminer l'épisode avec ça. On a quelques questions de nos membres qu'on va répondre à ces questions-là pour nos membres. Donc, si vous voulez écouter cette portion de l'épisode, www.leschefs.ca. Philippe, je te souhaite une bonne fête nationale et on va reparler dans quelques semaines en français. On va avoir plus de sondages. Oui. Et surtout quand l'élection approche, on va avoir des épisodes plus suivants, mais ça va être un été intéressant côté politique. Absolument. Merci beaucoup, Éric. Merci beaucoup, tout le monde. Si vous êtes abonné du balado, restez à l'écoute. On répond à vos questions.